Vous êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Frédéric Mazzella. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Vous êtes président fondateur de Blablacar. Vous êtes coprésident de France Digital. Et puis, vous êtes fondateur de DIFT. DIFT, justement, c'est quelque chose que vous avez créé. On va peut-être commencer par là parce que c'est le mois de décembre. C'est une plateforme de générosité dont, plus GIFT, ça fait DIFT. Et puis, qu'est-ce que ça fait? DIFT, December, parce que le mois de décembre, c'est là où vous, les auditeurs et téléspectateurs, vous êtes les plus généreux. Il y a 23% des dons qui sont distribués au mois de décembre. Ça fait quand même beaucoup. DIFT, pourquoi vous l'avez créé? Qu'est-ce que vous entendez en faire? C'est une volonté d'utiliser la technologie pour quelque chose de bien, ce que j'ai quand même voulu toujours faire avec tous les projets que j'ai lancés, que ce soit Blablacar ou DIFT. La volonté, c'est d'utiliser la technologie pour que ça nous rende service et pour plus de partage aussi. Et donc, en l'occurrence, DIFT permet d'aiguiller de l'argent vers des projets associatifs dans le domaine social ou environnemental. Donc, on peut avoir des entreprises qui vont allouer des fonds qui iront dans les associations en laissant le choix de l'attribution de ces fonds à leurs partenaires ou à leurs clients. Donc ça, c'est un modèle qu'on utilise aujourd'hui avec 350 entreprises. Ça nous a permis de financer 20 millions d'euros vers 300 associations en 3 ans. Quelles associations, justement, c'est intéressant? Il y a des associations dans tous les domaines. On a 300 associations, donc c'est vraiment beaucoup. Donc il y a des associations qui vont aller retirer du plastique des océans, d'autres qui vont ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, d'autres qui vont aider les plus démunis, soit dans leur quotidien, soit dans leur réinsertion, d'autres qui vont sauver des espèces en voie de disparition. Enfin, c'est très très vaste. Il y a aussi des projets sanitaires, évidemment. Donc c'est une manière d'aller contribuer en tant qu'entreprise à tous les projets associatifs et en impliquant évidemment les clients et les collaborateurs qui choisissent de l'allocation des fonds. Ça, c'est un modèle qu'on a développé avec 350 entreprises clientes qui aussi, à l'occasion des fêtes de fin d'année ou des vœux de début d'année, vont choisir, plutôt que d'offrir des cadeaux corporate, parfois un petit peu, toujours les mêmes, vont choisir d'offrir du sens, en disant à leurs clients et leurs partenaires, cette année, on fait du sens, on construit de l'action terrain et du sens ensemble. Et donc, vous allez allouer, alors ça peut être des DIFT, puisque maintenant c'est devenu un nom commun, DIFT, ça peut être des DIFT de 10, 20, 50, 100 euros, parfois 500 euros, que chaque client ou partenaire va pouvoir aiguiller avec l'argent de l'entreprise. Et puis après, il y a aussi tout le côté pour les particuliers. Donc ça, c'est le nouveau produit qu'on a lancé à la rentrée, où on permet à chacun d'aller se créer une cagnotte solidaire qui permet de collecter de l'argent pour son projet de cœur, pour son association. Et notamment à l'occasion des fêtes, c'est très utilisé puisque ça permet de dire à son entourage, voilà, si vous n'avez pas quoi m'offrir, j'accepte les dons en guise de cadeau de Noël. Et donc, vous pouvez simplement faire un don sur ma cagnotte solidaire. Et j'ai envie de dire, si c'est pour monter une pièce de théâtre, si c'est pour organiser un concert, si c'est... Je veux dire, tout est ouvert, c'est open bar. Alors aujourd'hui, ce ne sont que des projets d'intérêt général. D'accord, voilà. Des associations d'intérêt général qui sont apolitiques et areligieux. Oui. Alors aujourd'hui, on a filtré, sélectionné 300 associations qui sont sur le portail sur DIFT. On en admet tous les jours des nouvelles. Oui, parce que si moi j'ai envie de créer une association, comment? Enfin, je veux dire, il y a un filtre. Il faut nous contacter, oui, bien sûr. Oui. Et c'est vous qui décidez, OK, ça répond à nos critères? Oui, et après, il y a aussi une implication de l'association qui elle-même va aller mobiliser ses donateurs pour qu'ils créent des cagnottes de collecte, c'est-à-dire qu'il y a quand même une action à faire de la part de l'association pour aller récupérer justement des fonds additionnels et puis aussi souvent des nouveaux donateurs. Parce que quand vous créez des cagnottes solidaires, ce qui se passe, c'est que plus de 80% des gens qui donnent sur les cagnottes solidaires de particuliers sont des nouveaux donateurs pour l'association. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que DIFT est la seule plateforme, le seul endroit où les associations peuvent venir et non seulement récupérer des nouveaux fonds, mais aussi récupérer des nouveaux donateurs. C'est-à-dire que d'habitude, quand elles ont besoin d'aller chercher des nouveaux donateurs, elles payent, parce qu'il faut se faire connaître. Et bien là, grâce à DIFT, non seulement elles ne payent pas, mais en plus, elles récupèrent de l'argent et elles récupèrent des nouveaux donateurs. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui font ça, en fait. Donc le petit plus de DIFT, c'est quoi? Tel qu'on le fait, non, pas tant que ça. Non, mais parce que chacun a sa particularité, évidemment. Oui. Mais là, sur les collectes solidaires, là, aujourd'hui, nous, on a quand même une approche assez innovante qui va justement aller impliquer, si vous voulez, le cercle 1 des associations, donc de donateurs et de bénévoles, qui eux-mêmes vont aller chercher leur entourage pour aller chercher le cercle 2. Et ça, c'est la magie, quelque part, de la plateforme technologique qui permet de démultiplier la puissance de collecte
au service de la générosité pour les associations. Et est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour vérifier là aussi ce que font les associations? Parce qu'il y a plein d'associations et il y en a, vous voyez, connaître les dérives, pardonnez-moi, je suis obligée de faire un petit peu le côté noir de la force. Mais alors, on a une quinzaine de critères. On vérifie la gouvernance, évidemment, très important dans les associations. On fait un audit financier également. On fait également un suivi des indicateurs d'impact. On vérifie que ce sont des structures qui savent bien suivre leurs indicateurs d'impact. On vérifie qu'elles sont innovantes et qu'elles font une utilisation la plus efficace possible de leur budget. Donc il y a une quinzaine de critères de cette manière-là, effectivement, au-delà du fait que, comme je le disais, elles doivent être d'intérêt général, apolitique et religieuse. Et donc ce qu'on a voulu faire aussi là au mois de décembre, c'est compléter quelque part cet outil-là, nouveau à disposition des associations pour collecter des nouveaux fonds par une enveloppe englobante qui s'appelle Diftember. Pourquoi Diftember? Parce que c'est comme December en anglais et donc c'est avec Dift puisque c'est le concept d'être généreux en cette période-là pour aller symboliser ce mois de la générosité qui est déjà existant comme vous le mentionnez puisque 23% des dons annuels sont faits en décembre. C'est aussi pour des raisons fiscales puisque évidemment tous ces dons-là donnent lieu à un abattement fiscal de 66% en tant que particulier et de 60% en tant qu'entreprise. Donc évidemment, la générosité est encouragée dans notre société, donc c'est une bonne chose. Et donc ça permet d'aller démultiplier cet impact-là. Et donc sur Diftember, depuis début décembre, on a lancé donc le 1er décembre. On a déjà collecté 600 000 € pour Diftember qui sont partis dans 70 associations partenaires de Diftember, justement, de l'opération Diftember qu'on a lancée. Et puis on a organisé aussi une superbe course le 10 décembre pour aller dynamiser. À la station F, justement, comme quoi vous n'êtes jamais très loin de la tech, Frédéric Mazzella, non? Oui, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une première, en fait, ça s'appelait le Dift Live Challenge. Donc c'est un challenge où on met une vingtaine de coureurs sur scène qui sont en fait des entrepreneurs, des créateurs, des influenceurs qui pédalent pour la bonne cause. Il y avait Xavier Niel qui a pédalé? Non, Xavier Niel n'est pas venu pédaler. D'accord. Mais Roxane Varza est venue pédaler. Donc Roxane Varza, la directrice de Station F. Il y avait aussi Taï Chris, Jean-Pierre Nadir, Maya Noël, Agathe Toute votre bande de Qui veut être mon associé. Moussa Camara. Pas seulement. Oui, Catherine Barba était là aussi également. C'est vrai. Mais donc voilà, donc c'est une idée pour quelque part rendre la générosité non seulement normale dans notre société, mais aussi attractive. Parce qu'on en a besoin. Souvent, on me demande pourquoi est-ce que Blablacar a fonctionné, pourquoi est-ce que ça a marché. C'est pas seulement parce qu'on a fait un bon produit, un bon service client et qu'on a quelque part répondu à un besoin de se déplacer pour moins cher. C'est aussi parce que on a tout fait pour le rendre attractif. Le covoiturage, c'est devenu cool, c'est devenu enviable, c'est devenu maintenant c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On a intégré ça dans notre Exactement, mais c'était mobilité. pas le cas quand on a commencé. Non, quand on a commencé, c'était pas le cas. Et sur la générosité, je rencontre la même situation. Il y a besoin de dépoussiérer un petit peu la générosité, et c'est ce qu'on fait avec une nouvelle plateforme, avec une nouvelle approche de communication, avec une approche beaucoup plus attractive, qui permet d'avoir envie, tout simplement, de participer. Et c'est ce qu'on fait avec Dift, et on le voit, puisque on sait maintenant quasiment 200 000 personnes qui ont déjà difté, puisqu'en plus ça devient un verbe, pour aiguiller des sous vers les associations. Petite question, vous qui êtes normalien, vous n'avez jamais envie de parler français? Ah, alors, voilà, 5 ans, vous avez fait Normal Sup. Mais c'est ni français ni anglais. Non, je veux dire, c'est un nouveau mot. Gift, c'est pas non français, gift. Non, mais enfin, don, c'en est un. September, c'est pas non français. On a créé, alors, de toute manière, il faut aussi voir que quand on crée une plateforme technologique à vocation potentiellement internationale, il faut penser à une marque qui fonctionne partout. Sinon, on est obligé de changer de marque en cours de route. On l'a vu, ne serait-ce qu'avec covoiturage.fr. Blablacar s'appelait covoiturage.fr avant. Donc, quand j'ai démarré, c'était covoiturage.fr. Et ensuite, il a fallu changer de nom en Blablacar. Ça n'a pas été très simple. Et donc, c'est des épreuves additionnelles pour pouvoir justement s'internationaliser, parce que covoiturage, ça ne marchait pas. Et covoiturage en espagnol, ça ne marchait pas non plus. Donc, il fallait bien trouver un mot qui fonctionnait partout. C'est ni français, c'est ni... c'est international. Alors, c'est marrant, c'est une marque qu'on appelle Glocal. C'est-à-dire qu'elle est à la fois globale et locale. Parce que Blabla est international, car est dans les 100 mots les plus connus internationalement, puisque c'est dans les mots anglais. Donc c'est une marque extrêmement globale, internationale. Et Dift peut faire pareil, d'autant plus que c'est encore plus court. Et dift.com, voilà, c'est en 4 caractères. Écoutez, en tous les cas, on le souhaite. Frédéric Mazzella, on va quand même parler, parce que c'est le départ en vacances. Demain, c'est le réveillon, Noël, après c'est le 31. Tout le monde va utiliser, beaucoup de gens vont quand même prendre leur voiture, le train.
ou le bus, et notamment Blablacar. Pour vous, c'est le mois, pour le coup, c'est aussi le mois le plus important? Oui, et c'est marrant parce que c'est aussi le mois où l'idée de Blablacar m'est venue, hein, puisque c'est au moment des fêtes que j'ai eu l'idée de lancer un service comme Blablacar. Donc c'est un moment effectivement très prisé. Là, on a 400 000 voyageurs par semaine déjà là sur la 400 000 voyageurs par semaine. Oui, sur la semaine qui précède justement Noël. Donc on voit bien qu'il y a un engouement très fort pour ce mode de déplacement, d'autant plus que c'est pour des trajets pour généralement aller en famille. Il y a beaucoup de trajets qui rayonnent depuis des grandes villes vers des zones un petit peu partout en France pour justement retourner en famille, comme c'est le cas au moment des vacances de Noël. Et donc il y a à la fois aujourd'hui sur la plateforme du covoiturage, mais aussi du bus, on en parlait, et aussi du train. Ça, c'est notre grande nouveauté 2025. On a lancé la possibilité de réserver des billets de train sur Blablacar. C'est plusieurs centaines de milliers de trains, plusieurs centaines de billets de train qui ont déjà été vendus en quelques mois d'activité. Ah, au moins un début de chiffre, hein, parce que chez vous, il n'y a jamais aucun chiffre. Non, là, ça fait combien, vous avez dit? Quelques centaines de milliers de billets de train déjà vendus. Si on peut resserrer un tout petit peu, ça donne quoi? Ça fait quoi? Ça fait 500 000, ça fait quoi? C'est presque 1 million, c'est moins d'1 demi-million de billets vendus sur quelques mois. Ouais. Mais par rapport au covoiturage ou au bus, c'est moins, puisqu'en covoiturage, c'est 7,5 millions de passagers sur 2025 et c'est 6,5 millions de passagers en bus sur l'année 2025. Vous voyez, je vous donne des chiffres, vous en voulez, donc voilà, c'est assez précis. On adore les chiffres, vous connaissez bien BFM Business, vous savez qu'on a quand même les chiffres. Non, si je pose la question, c'est intéressant de voir, parce que là, vous faites la concurrence à la SNCF avec son application France Connect qu'on connaît tous. Enfin, on se voit plutôt comme complémentaire et distributeur. Oui, ils voient un peu comme concurrent parce que ça fait moins de trafic qui passe par chez eux. Oui et non, parce que si vous voulez, nous, distribuer des billets de train aujourd'hui, c'est une activité déficitaire, parce qu'en fait, les commissions qui sont laissées sur la distribution de billets de train sont tellement faibles. C'est quoi la commission ? C'est moins de 3%. Hein. Donc, si vous voulez, pour réussir à faire d'une distribution à moins de 3% une activité rentable, c'est quand même compliqué. Quand vous avez des dizaines d'ingénieurs qui, justement, connectent la plateforme pour que ça fonctionne et qu'on puisse distribuer les billets de train, c'est compliqué. On le fait pour rendre service à nos membres qui retrouvent en un seul endroit tous les billets, c'est-à-dire... il y a une plateforme, en fait, d'intermobilité. Exactement. Oui. Enfin, de multimodalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de transport. C'est plus clair que multimodalité. Mais... Oui, multimodalité, parce que intermodalité, ça veut dire interconnexion. Aujourd'hui, l'interconnexion, les gens le font eux-mêmes. D'ailleurs, on a 10% des gens qui réservent un billet de train sur Blablacar, qui, dans la foulée, réservent un Blablacar traditionnel, j'allais dire, c'est-à-dire un covoiturage, ou bien un bus. Donc, en fait, on voit que les gens combinent eux-mêmes, font leur moyen de transport, tout sur la même plateforme. Ça, c'est un gros avantage pour nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on le fait, hein. C'est clairement pour rendre service et trouver tout au même endroit, pouvoir comparer les horaires de départ, les points de départ, les prix, bien évidemment, et pouvoir combiner tout en un seul endroit sur une seule plateforme. On est le seul acteur aujourd'hui à distribuer à la fois du train, du bus et du covoiturage. Tiens, à propos de prix, quand vous posez la question, je disais, tiens, je reçois Frédéric Mazzella, etc. Et il y a même beaucoup autour de moi qui m'ont dit, tiens, pose la question, pourquoi quand tu réserves un Blablacar, un covoiturage, je sais pas moi, au mois de novembre, ça coûte 20 €, et puis quand tu le réserves maintenant, ça te coûte 40 €. Ah, c'est pas tellement sur le covoiturage, c'est plus sur les bus. Sur les bus, enfin, c'est sur les deux en fait. Hein. C'est sur les deux. C'est d'abord sur les bus et ensuite sur le covoiturage. C'est le mécanisme des prix dynamiques qui se trouve dans tout le travel, enfin tout le système de réservation de billets de tout en fait, qui fait que quand on s'y prend tôt, quand on prend les premières places dans un bus, eh bien, elles sont pas chères, ça peut être 5 ou 10 €. Et quand on prend les dernières places, elles sont plus chères. Donc, en fait, les personnes qui se plaignent des prix élevés, c'est souvent ceux aussi qui réservent au dernier moment. Oui, mais parce qu'on n'est pas obligé de prévoir. Non, mais attends, voilà, le patron de la SNCF nous faisait la même réponse, c'est-à-dire que comment les prix sont multipliés par 2, par 3 quand vous voulez prendre un TGV pour aller dans le sud de la France. Eh bien, oui, mais on n'est pas obligé. Il y en a qui ont des prix très attractifs et qui sont en dessous des coûts. Là, très largement, quand on paye son billet de bus à 5 €, forcément, on est en dessous des coûts. Et quand on le paye à 30 ou 40, on est un petit peu au-dessus des coûts, mais en général, c'est qu'on l'a pas réservé au même moment. Bon, c'est le principe
de toute l'industrie du déplacement. C'est assez difficile d'aller contre ça aujourd'hui. C'est ce qui fait que justement les entreprises arrivent à se retrouver aussi à l'équilibre en fin d'année. Donc c'est le modèle qui a été choisi par toute l'industrie. Oui, bon, vous avez pu choisir un autre modèle. C'est pas ça qui est. C'est assez difficile quand tout le monde autour de vous pratique ces choses-là. Vous avez compris, il faut que vous réserviez longtemps à l'avance. De toute manière, plus on est prévoyant, moins on paye. Ça, c'est toujours le même principe. Pas toujours évident. Vous êtes en France, c'est 5 millions, vous avez dit. Grosso modo, en fait, 7,5 millions de passagers, oui. 7,5 millions. Oui, et puis 6,5 millions de passagers en bus, oui. Donc 13 millions de passagers sur. Donc, par rapport à 2024. C'est un petit peu plus, surtout sur les bus, c'est 10% de plus que 2024. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que dans le mix, là, on est en train d'équilibrer, puisque vous avez vu en termes de volume sur le train, on est bien loin du bus et bien loin du covoiturage, donc c'est en train de s'équilibrer. Ça continue à grandir, parce qu'il y a aussi des besoins de mobilité qui sont accrus, et puis le covoiturage, comme le bus, et même pour le coup, la plateforme globale Blablacar est bien rentrée dans les habitudes. Et donc, on le voit. Alors, ce que l'on fait, nous, dans ces périodes-là, c'est qu'on fait un appel aux conducteurs. Là, si j'ai un message à passer, c'est de dire à tous les conducteurs qui ont de la place dans leur voiture de proposer des places sur Blablacar, parce que c'est le moment où, effectivement, beaucoup de gens vont vouloir se déplacer, y compris en tant que passagers. Donc, si on a des places dans sa voiture, il faut les proposer, parce que ça va rendre service à plein de gens. C'est l'essence même de Blablacar, de se rendre service entre nous, d'éviter les places vides dans les voitures. Et donc, ce faisant aussi de diminuer la pollution atmosphérique qui découle de nos déplacements. Ce qu'il faut voir, c'est que Blablacar a permis l'économie de 2 500 000 tonnes de CO2 par an. C'est à peu près ça aujourd'hui. 2 500 000 tonnes de CO2 économisées, c'est plus que 2 fois les émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, pour vous donner une idée de l'échelle de ce que ça représente. Donc c'est beaucoup, parce que c'est des millions de véhicules qui ne roulent plus à vide. C'est clair. Encore 2-3 questions quand même, même si le temps passe vite. Comment faites-vous pour... on voit que la drogue devient un fléau un peu partout, et que notamment il y a beaucoup de conducteurs qui ont fumé un joint, qui sont, lorsqu'on regarde les statistiques, qui ont une prise de sang positive. Comment est-ce que vous faites, vous, pour vous protéger contre ça, même au niveau de chauffeurs de car, et puis au niveau des conducteurs du Blablacar? Ça, c'est extrêmement strict, évidemment. Tout signalement. Parce que ça devient un phénomène presque récurrent. Oui, alors nous, les règles sont extrêmement strictes, et le moindre signalement fait qu'effectivement tout soupçon qui va dans cette direction-là est arrêté immédiatement. On parle de la France, donc ça reste. Pourquoi ça, en fait, ça ne progresse pas? Parce que vous pensez que vous avez atteint un certain étiage? Alors je ne pense pas, mais je pense qu'il y a certaines modernisations à amener dans la manière de faire, et on y travaille, puisque notre plateforme évolue de manière constante avec des nouvelles fonctionnalités. Vous savez, les besoins, ils évoluent au fur et à mesure de l'époque. La manière avec laquelle on utilise les services en ligne aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Et donc, de la même manière, il y a des nouvelles manières de faire qui doivent être inclus dans notre produit. Et on a aujourd'hui une feuille de route produit sur les 6 à 12 mois qui viennent, qui est extrêmement fournie pour amener plein de nouvelles fonctionnalités pour rendre... Donc il y aura un nouveau Blablacar en 2026. Oui, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont être annoncées toute l'année. Et est-ce que Blablacar sera rentable en 2026 ? Je pense qu'on l'a déjà été. Vous l'avez déjà été, mais vous ne l'êtes plus ? Si, non, on est à l'équilibre. Ouais. Vous êtes à l'équilibre ? Juste à l'équilibre, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes qui ont quand même compliqué la tâche, on va dire. Le Covid, typiquement, ça n'a pas été très simple. Quand vous êtes une entreprise qui est dans le déplacement et que vous avez le président de la République qui un soir annonce à tout le monde que vous n'avez plus le droit de vous déplacer, forcément, ça complique un petit peu. Oui, vous étiez venu ici en studio nous expliquer effectivement que ça vous avait un peu tombé dessus. Les plus gros marchés, je ne sais pas du tout la France, c'est un peu logique. En termes de volume, termes de volume, c'est quoi? C'est l'Inde, Brésil. Ouais, Brésil, combien? Brésil, c'est plus de 20 millions de passagers par an, donc, entre covoiturage et bus confondus. Et l'Inde, c'est quasiment pareil sur le covoiturage. Et c'est plus le bus ou c'est plus le covoiturage? Alors, c'est plus le covoiturage. En Inde, c'est exclusivement le covoiturage, et au Brésil, c'est plus le covoiturage, mais le bus qui est quand même très utilisé. D'autant plus que ce qu'il faut voir, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas de train. Donc, quand vous voulez vous déplacer par solution terrestre, c'est voiture ou bus. C'est à peu près tout. Après, il y a la mobilette, mais enfin, c'est autre chose. Donc, il y a l'avion. Et il y a l'avion, bien sûr, je parlais de solutions terrestres. Mais donc, on arrive, nous, comme une solution extrêmement plébiscitée au Brésil.
Blablacar a une croissance incroyable au Brésil. C'est plus combien par an? C'est plus que plus 50%. Ah oui, donc effectivement, c'est fait. Et pourtant, il y a déjà une activité colossale. Et la Russie, vous y êtes toujours? La Russie, c'est une activité qui a été mise sous cloche, donc c'est complètement isolé. C'était un choix qu'on avait fait et communiqué dès l'annonce de l'agression, qui fait que c'est une branche totalement isolée de notre activité. Mais qui s'appelle quand même Blablacar, qui est encore à vous. Qui est encore à vous, ouais. Qui n'a pas été vendu parce qu'en fait, ça reviendrait à faire un cadeau en local sur tous les investissements qui ont pu être faits. Donc, oui, quand même. Vous me direz comme d'autres entreprises. Un mot quand même, parce que parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi coprésident de France Digital. Ce qui se passe lorsque vous observez cette instabilité politique, peut-être les économies qui vont être faites sur la recherche, etc. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent alors quand je dis c'est presque la French Tech, cet écosystème que vous défendez, que vous incarnez. Ce qui m'inquiète, c'est que le fait d'avoir des difficultés d'ordre budgétaire ne doit pas nous empêcher d'avoir une vision et de mettre des moyens derrière cette vision-là, notamment en termes d'innovation. Donc quand par exemple il y a eu les débats autour du gel de France 2030, là, très clairement, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que sortir de la situation dans laquelle on est quand même pas mal ballotté par un contexte international très complexe. Alors, évidemment au niveau géopolitique, mais aussi au niveau technologique, avec la volonté d'avoir une France qui compte demain et une Europe qui compte dans la technologie. Ce n'est pas en gelant nos investissements et nos efforts dans la direction de l'innovation qu'on va pouvoir sortir par le haut de cette situation-là où on est extrêmement challengé. Donc c'est sûr que sur ces choses-là, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a une histoire de persévérance dans la vision. Créer de l'innovation et un écosystème innovant dans un pays, ça prend pas 1 ou 2 ans, ça en prend 10 ou 15 minimum, voire 20. Donc ça demande d'avoir une vision, ça demande de la tenir. France 2030, c'est exactement ça. Et donc quand on remet en cause pour des raisons budgétaires et qu'on propose un gel sur une année, ça revient en fait à tuer l'élan d'innovation. Et ça, c'est extrêmement néfaste. Donc c'est sûr que sur ce genre de choses-là, avec France Digital, on a été extrêmement clair sur le fait que c'était pas la bonne solution que d'essayer de freiner à un moment où justement tous les autres pays accélèrent en termes d'innovation. Et donc, de toute manière, les discussions sont reportées à janvier, puisque là, oui, absolument. Vous reviendrez nous en parler, on verra. Espérons que vous avez obtenu gain de cause. Merci beaucoup, Frédéric Mazzella, d'avoir été avec nous. Je ne vous demande pas comment vous allez rejoindre vos familles. Ça sera forcément par covoiturage. Je vais rejoindre la Vendée en covoiturage. Absolument. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes.